Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Veritas Obscura. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cette vidéo-là, c'est la première que je tourne depuis 2 ans, je pense, facile. La dernière vidéo sur la chaîne disponible, eh bien, c'est des rushs qui datent de 2022. Donc c'était pas hier. Je me suis mis dans un nouveau décor, comme vous pouvez voir. J'espère que vous allez l'apprécier, dites-le moi en commentaire. De toute façon, hein, le principal, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, bien sûr, car je vais vous narrer 3 anecdotes insolites qui entourent la grande histoire de France. Cependant, petit twist de la maison, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a 2 qui sont fausses. Alors à vous de déceler les incohérences ou de vous laisser berner par la véracité de celle-ci. Après tout, sur la chaîne, on dit bien que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Enfin bref, installez-vous confortablement et plongeons-nous dans ces insolites histoires de France. Il y a bien une période dans l'histoire de France qui attire souvent l'attention et qui s'accompagne de nombreux récits, anecdotes et légendes, celle, bien évidemment, du règne du roi Soleil, Louis XIV. Versailles, la galerie des glaces, les intrigues de la cour, les jeux politiques, l'homme au masque de fer, la période est propice aux événements marquants qui ont défini, entre autres, la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Dès l'âge de 5 ans, et ce jusqu'à ses 19 ans, le roi Louis XIV tombera de nombreuses fois malade et passera très proche du trépas à de nombreuses reprises. On dit de lui qu'il est un miraculé et d'autres surnoms s'en suivent, tous ayant en lien sa connexion avec le divin. Ses grandiloquences l'amènent à considérer l'ésotérisme et le paranormal comme une discipline importante de la cour. Après tout, encore une fois, il semble être l'œuvre de la volonté de Dieu en personne, et il passera de nombreuses années, lui et ses membres de la cour évidemment, à essayer d'en trouver ses manifestations. À la cour, justement, la venue de grands artistes comme Molière, Racine, Lully, Lebrun, Lenôtre attire de nombreuses soirées d'extravagance, et partout d'Europe, des occultistes, des passeurs d'âmes, des astrologues, des tireuses de cartes et parfois même des émissaires chrétiens, c'est vous dire, viennent présenter leur curiosité, leur savoir-faire ainsi que leurs reliques censées montrer l'avenir ou expliquer le divin. Cette effervescence religieuse nous amène aux alentours de 1684 environ, alors que Versailles se maintient dans un faste extraordinaire, vous l'imaginez bien. Le souverain, quant à lui, tombe gravement malade. Tout le monde souhaite savoir ce qu'il adviendra de son avenir et de son règne. Bon, il est déjà tombé plein de fois de malade, mais cette fois-ci, ça semble assez sérieux. Et les médiums se pressent au chevet du malade, lui préméditant pour la plupart une mort prochaine. C'est pas très gentil ça. Alors le roi, lui, il perd la foi du coup, en ce qu'il considère à présent des charlatans, puisqu'ils sont tous en train de lui annoncer sa mort. Il va même jusqu'à signer un traité interdisant la pratique de l'ésotérisme jusqu'au jour où un certain Étienne de Pontoise, un évêque catholique et proche de son cousin Henri-Jules de Bourbon, prétend avoir ramené de Judée un miroir de l'avenir. Alors, ce miroir, c'est quoi? C'est un curieux objet, pas plus grand que la paume de ma main, aux contours dorés et raflés par le temps et aux inscriptions hébraïques dont l'évêque souhaite taire la traduction. Bon, pourquoi pas. Il est sûr que le roi pourrait y lire son futur, sans mensonge ni artifice, si seulement il daigne y plonger son regard et observer son propre reflet. Alors celui-ci, atteint d'une fièvre quasi mortelle, c'était pas un petit 38 degrés, c'était un petit peu plus, il aurait accepté de contempler son visage émacié par la fatigue et la maladie au travers la relique. Alors l'histoire raconte qu'il y aurait vu sa guérison prochaine, ainsi que de grandes victoires sur le champ de bataille. Il se serait vu aussi en train de signer un traité, entouré de hauts dignitaires espagnols et romano-germaniques,
puis siégeant sur un trône avec de nombreuses reliques catholiques, notamment le linceul de Turin et une couronne dorée coiffant sa tête, chassant des hérétiques par la pointe de l'épée, et enfin, sa mort, lui allongé dans son lit, se tordant de douleur et se tenant sa jambe droite, entouré de tous ses proches. Ok, ces nombreuses visions terminées, il y en a eu quelques-unes, il laisse partir l'évêque, non sans remerciement, au moins ça. Après s'être remis sur pied, de nouveau miraculeusement, évidemment, eh bien il signe le 15 août 1684 un traité, le traité de Ratisbonne, consolidant des acquisitions territoriales récentes de la France. Le roi, eh bien il est entouré de hauts dignitaires espagnols et romano-germaniques. Alors exactement ce qu'il a vu dans le miroir. Quant à sa vision des nombreuses reliques catholiques, l'édit de Fontainebleau du 18 octobre 1685, qui révoque le droit de liberté religieuse aux protestants, lui permet de renforcer l'absolutisme de son règne et promeut encore plus, si c'était pas assez, l'unité religieuse de la France sous l'égide du catholicisme. Mais quid de sa mort? Eh bien, survenue le 1er septembre 1715, elle est due à une gangrène qui s'est propagée depuis sa jambe, je vous laisse deviner laquelle, sa jambe droite, et lors de ces derniers jours, il se retrouvera entouré de ses proches, prodiguant ses dernières volontés. Avant son trépas, ses gardes et ses espions chercheront en vain à retrouver l'évêque et son artefact divinatoire, renforçant évidemment l'aspect mystique entourant cette histoire, et la question peut alors se poser, cet artefact était-il réellement doté de pouvoir? Le roi a-t-il pu lire son propre avenir? Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous vers la fin du XIVe siècle. Les carillons de l'église sur la grande place de Falaise, ancienne cité médiévale normande, ville natale de Guillaume le Conquérant, excusez-moi du peu, sonnent. La température y est fraîche cette matinée dont on ne connaît pas le jour exact, c'est pas grave, mais pourtant, tout le village est rassemblé sur la place et chuchote, s'échange des mots et les débats se mêlent aux ragots qui se dispersent au vent, et plus le temps passe, plus la clameur grandit, tandis que la foule attend le verdict. Mais de quoi parle-t-on ici exactement? Alors, avant de vous évoquer l'anecdote ubuesque qui prend lieu en l'année 1386, un tout petit peu de contexte. Moyen-Âge, vous le savez, la justice, est une notion philosophique et morale qui a un certain penchant pour le comique, le bizarre, l'indécent parfois, et si je ne parlerai pas des nombreuses façons de mettre à mort un condamné, je vous laisse le soin de revoir mon épisode là-dessus pour vous rappeler de ce qui se fait de mieux à cette époque. Il y a aussi un éventail élargi de qui ou de quoi est condamné. Alors ouais, quand je dis quoi, je fais référence aux multiples procès qui ont jonché l'histoire de France, intentés à des animaux. Ouais, les animaux, vous savez, genre les taupes, les vaches, les rats et donc les truies. Alors si on prend quelques instants pour se demander pourquoi les animaux peuvent-ils à l'époque être jugés sur la place publique, bien c'est que nos chers ancêtres, ils avaient accepté l'idée que les animaux sont dotés d'une âme, capables de distinguer le bien et le mal, et ainsi donc responsables de leurs actes. Bon, on en revient aux faits. Si le premier procès dont on a des traces remonte en 1226, année où un porc fut brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant, c'est dans cet esprit-là que l'on se retrouve avec notre histoire, celle qui se déroule en 1386, plus de 150 ans plus tard, avec le procès de la truie. Alors, au banc de l'accusé, je crois que vous l'aurez compris, puisque je l'ai dit 153 fois, une truie qui a sauvagement mutilé au bras et au visage un garçon de 3 mois qui est décédé de ses blessures. Le vicomte de Falaise, Regnault Bigot, demande évidemment réparation. Alors comme beaucoup de ces sujets, selon lui, la bête est imputable de ses crimes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ayant conscience de ses actes. Un long procès de 9 jours s'ouvre dans la ville de Falaise. L'enquête démarre, des témoins sont invités à témoigner, et un avocat commis d'office est attribué à la truie. Voilà,
Celle-ci, je vous le rappelle, nous sommes au Moyen-Âge, se retrouve parée de chaussures. Voilà, surmontée d'une veste, d'un pantalon, de gants et d'un masque représentant un visage humain. Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, la condamnée se voit châtiée de la même façon que l'étendue de ses propres dégâts, œil pour œil, dent pour dent, pourrait-on dire, et le bourreau lui coupera donc son groin ainsi qu'une patte. Puis l'animal sera attaché, traîné dans toute la ville, puis de nouveau attaché à une potence, pendu, brûlé. Cette sordide histoire est finie. Enfin, non. Non, il reste un tout petit détail. Évidemment, Moyen-Âge oblige. Les paysans aux alentours ont été conviés, alors je dirais plutôt obligés, c'est pas vraiment conviés, ont été obligés de venir à l'exécution accompagnés de leurs propres cochons, afin que ceux-ci, dotés d'une âme et d'une conscience, je vous le rappelle, puissent apprendre des erreurs de la fameuse meurtrière, la truie, je vous le rappelle, et décident en conséquence de se comporter d'une bien meilleure façon, sans quoi ils se verraient à leur tour jugés et punis. Ah, le Moyen-Âge. En 1923, dans le petit village de Saint-Aubin-sur-Mer, perché sur la côte normande, une anecdote incroyable évidemment va marquer les esprits des habitants pour des décennies. Lucien Fournier, un pêcheur de 42 ans, connu pour sa modestie et sa générosité, mène une vie paisible. Chaque matin, il part en mer avant l'aube sur son vieux bateau en bois, nommé l'Espérance, et rentre avant midi avec sa prise du jour, composée de poissons et parfois de quelques homards. Un matin de printemps, alors que le brouillard est particulièrement dense, Lucien s'aventure plus loin qu'à l'accoutumée, espérant trouver un banc de poissons plus abondant. Après plusieurs heures sans grand succès, il aperçoit une forme inhabituelle flottant à la surface. D'abord, il pense à une épave ou à des débris, mais en s'approchant, il découvre un vieux coffre en bois, en partie couvert d'algues et de coquillages, qui semble étrangement intact malgré les années passées dans la mer. Le coffre, bien que lourd et orné de ferrures rouillées, est encore en bon état. Lucien, intrigué et un peu excité, c'est normal par cette découverte, le hisse à bord de son bateau avec l'aide d'un crochet et d'une corde. De retour à Saint-Aubin-sur-Mer, la nouvelle de la découverte du coffre se répand rapidement. Et évidemment, les habitants curieux et pleins d'espoir, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce coffre, se rassemblent sur le quai pour voir ce que Lucien vient de trouver. Avec l'aide de quelques amis robustes, il transporte le coffre jusqu'à la place du village, et là, en plein air et sous le regard attentif et ébahi de ses voisins, Lucien entreprend d'ouvrir le coffre. À la grande surprise générale, à l'intérieur se trouvent des pièces d'or brillantes, des bijoux ornés de pierres précieuses scintillantes et même des documents anciens en parchemin soigneusement protégés par un étui en cuir. Alors les documents, rédigés en espagnol ancien, révèlent l'histoire fascinante du trésor. Il appartenait plutôt à Don Rodrigo de Montoya, un noble espagnol du XVIe siècle qui a fui son pays lors des troubles politiques et religieux de l'Inquisition. En quête de refuge, il avait trouvé asile en France et craignant pour sa vie et ses biens, il avait caché son trésor en mer espérant le récupérer plus tard. Ça ne s'est pas fait comme vous le savez. Malheureusement, Don Rodrigo mourut avant de pouvoir retourner en Espagne et le secret de son trésor fut donc perdu à partir de ce moment-là. La découverte fait sensation, alors non seulement à Saint-Aubin-sur-Mer, mais aussi dans tout le pays. On a là un trésor quasiment national. Des historiens, des linguistes et des experts en antiquité sont dépêchés pour identifier les bijoux et les documents. Ils confirment tous l'authenticité de ceux-ci et retracent la route maritime empruntée par Don Rodrigo et établissent même un lien historique avec les événements de l'époque, je vous rappelle entre autres l'Inquisition. Lucien Fournier, bien que soudainement riche, il reste humble et fidèle à ses valeurs. Il utilise une partie de sa nouvelle fortune pour améliorer les conditions de vie de ses habitants et il fait même construire une école moderne. Il finance la rénovation de l'église et du port et il crée même un fonds pour aider les familles dans le besoin. Sa générosité transforme Saint-Aubin-sur-Mer en faisant un modèle de solidarité et de prospérité locale.
Le reste du trésor, lui, eh bien, il est confié à un musée national où il est encore exposé aujourd'hui, accompagné d'une plaque racontant l'extraordinaire découverte de Lucien Fournier, celle que je viens de vous raconter. Alors chaque année, eh bien, des visiteurs affluent pour voir donc ces pièces et ces bijoux et pour entendre l'histoire incroyable de ce trésor caché retrouvé par un humble pêcheur. Et voilà les amis, nous voici rendus à la conclusion de notre nouvel épisode de Veritas Obscura. Alors, avant de vous dévoiler laquelle de ces 3 histoires était vraie, je vous prends quelques instants pour vous rappeler de vous abonner, si ça n'est pas déjà fait, de laisser un pouce bleu, ainsi qu'un commentaire, voilà, pour me dire si vous avez vu juste, quelle thématique voudriez-vous que je traite pour un prochain épisode, est-ce que vous avez aimé le nouveau décor, est-ce que je parle trop fort, enfin bref. Je vous fais confiance, hein, l'espace commentaire, c'est un moyen pour moi et pour vous d'échanger. Je le fais, je réponds à quasiment tous les commentaires, hein, autant que je puisse, donc allez-y, n'hésitez pas. Bon, ça c'est le sujet qui est clos, on en revient donc à notre véritable histoire. Saviez-vous que Louis XIV avait véritablement subi de nombreuses maladies et accidents durant sa jeunesse, le plaçant de vie à trépas à répétition? Ça et les fastueuses soirées avec pour invités les plus grands de ce monde sont par contre les seules vérités de cette histoire, qui est donc bien fausse. Hein, je vous ai eu, Je suis sûr, il doit y en avoir quelques-uns qui se sont dit « Ok, c'est le roi Louis XIV qui se barre. » Non, c'est pas elle la vraie histoire. Parce que la véritable histoire, elle concerne cette incroyable, plus tellement, hein, enfin bref, il va sans dire, hein, histoire de procès des animaux. Eh ouais, encore le Moyen-Âge. Cette truie qui était habillée comme un humain, ils sont fous. Bon, on a là une des excentricités qui interviennent lors de l'âge médiéval et franchement, quand on se penche un peu sur les pratiques de l'époque, il n'y a plus vraiment de quoi s'exclamer de surprise, c'était clairement un monde à part. Bon, avant d'en finir avec l'épisode, la 3e histoire, il va falloir qu'on en parle. Parce que pour la première fois sur cette chaîne, ce n'est pas moi qui ai écrit cette anecdote. C'est pas moi. Il s'agit de ChatGPT, une IA qui a de nombreuses utilités, notamment celle de pouvoir inventer des histoires crédibles, mais pourtant totalement fausses. Ouais. Alors Saint-Aubin-sur-Mer existe bel et bien, ça c'est sûr, vous pouvez regarder sur Maps, pas de problème. Tout le reste, le trésor, le bateau ayant coulé, que du flan. Alors il m'a suffi de lui demander une fausse histoire, et nous y voilà quoi. Alors bon, vous inquiétez pas, par la suite, j'utiliserai plus l'IA dans le cadre de mes fausses histoires parce que moi le but c'est de m'amuser à vous inventer des anecdotes crédibles. Vous voyez, vous menez un peu dans le panneau, c'est un peu mon petit kiff à moi. Donc je recourrai de nouveau à mon imagination, mais il m'apparaissait intéressant cette fois-ci de vous induire en erreur. J'espère que j'ai réussi à vous avoir pour certains. Avec l'IA, et de vous rappeler du coup, alors humblement, évidemment, comme toujours, des dangers de ce que l'on peut raconter sur Internet, sur Twitter, sur Reddit, sur Facebook. Bon, maintenant, il n'y a plus grand monde sur Facebook, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur X, je disais Twitter, c'est sur X maintenant, sur Threads, sur Insta, enfin bref, faites attention. Encore plus avec l'utilisation de l'IA. Ne soyez pas crédules, alors, ne remettez pas tout en cause non plus. Dès que vous voyez le prochain discours du président de la République, n'allez pas vous dire « c'est bon, c'est l'IA, c'est Poutine, c'est en fait Ricky Gervais, c'est... » Non. Bon, il y a des choses qui sont vraies, encore heureux de nos jours, mais prenez le temps. Voilà. Si vous souhaitez vous faire un avis sur un sujet, prenez le temps de vous informer, d'apprendre, de comprendre. J'ai peut-être un ton un peu moralisateur ici, mais non, ce que j'essaye de faire, c'est un petit peu... C'est pour ça que Veritas Obscura existe, entre autres, c'est de vous montrer à quel point c'est facile de vous raconter de fausses histoires. On a des vraies histoires aussi qui sont incroyables, mais les fausses, elles sont tout aussi incroyables. Et des fois, on se dit, punaise, mais là, ça serait ouf que la fausse histoire, elle existe. Ouais, faites gaffe, parce que sur Internet, des fois, c'est ce qui se passe. La fausse histoire, elle est plus crédible que la vraie. Alors, se tromper, c'est facile, après tout. Donc, ouais, faites attention. Parce que, et là on en vient avec un petit peu la phrase qui marque au fer rouge l'identité de la chaîne, c'est que la vérité, elle peut parfois être plus sombre que le mensonge. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.